Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition du 27 juin 2025. Voici les titres. Une coopération dans le domaine de l'environnement s'installe entre la commune d'Emerenville en France et celle du golfe de Lomé au Togo. Quel est le contenu de cette coopération transétatique? Vous le saurez dans cette édition. Au Mali, la 26e édition de la quinzaine de l'environnement s'est clôturée dans la ville de Sannes au centre du pays. Nous revenons sur cet événement dans ce journal. Nous parlerons également dans cette édition des feux de forêt qui reviennent en puissance au Canada. Voilà, c'est tout pour les titres. Soyez les bienvenus. La coopération décentralisée prend de l'ampleur entre la France et le Togo. En ce jour à Lomé, Véronique Ma, la maire adjointe de la ville d'Emerenville en France, a entamé les pourparlers pour un partenariat environnemental structurant avec la commune du Golfe 2. Léon Sassago nous donne les détails dans cet élément. Suite au déplacement effectué en février dernier par une délégation togolaise dans la commune française d'Emerenville, dans le département de l'Île-de-France, la maire adjointe de la dite commune, Véronique Ma, en visite à Lomé, a entamé des discussions visant un partenariat avec la commune Golfe 2 de Lomé. Cette future coopération a pour point focal le domaine environnemental. Nous avons vu ici une forte lutte contre les bouteilles plastiques et les emballages en plastique. C'est un travail que nous allons faire avec vous parce que le partage d'expériences est un principe cardinal pour nous, a indiqué la maire adjointe. Elle a souligné que la gestion des déchets et la réduction de l'usage plastique font partie des priorités qu'Emerenville partage avec la commune Golfe 2. Ils envisagent donc un transfert d'expérience à travers un accompagnement technique sur les méthodes déjà utilisées en France. Le secteur de l'énergie était également à l'ordre du jour. Emerenville souhaite partager son expertise dans l'optimisation de la consommation énergétique au niveau local. La coopération ne sera pas à sens unique car la maire adjointe s'est dite impressionnée par l'organisation administrative des communes togolaises, notamment sur la structuration territoriale des ménages au canton. Dans une visée de développement mutuel, ce partenariat projette un échange équilibré de pratiques et de compétences. Emerenville, une commune verte située dans l'est de Paris avec ses 8000 habitants, espère puiser du savoir-faire togolais pour enrichir sa propre politique locale. Le maire Alain Keller et son équipe entendent ainsi faire d'Emerenville un acteur actif de la solidarité internationale localisée. La commune Golfe 2, de son côté, pourra tirer parti d'un accompagnement structuré dans la modernisation de ses services. 6 projets innovants dans le domaine de l'agriculture durable et de l'énergie propre ont été sélectionnés par la Banque ouest-africaine de développement BOAD dans le cadre de son appel à projets dédié à la transition énergétique en Afrique de l'Ouest, porté par des entreprises et structures locales du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Ces projets proposent des solutions durables pour la sous-région. Honoré Kata nous fait le point. À l'occasion des BOAD Development Day, la Banque ouest-africaine de développement a dévoilé les résultats de son appel à projets lancé pour soutenir des initiatives innovantes dans les domaines de l'agriculture durable et de l'accès à une énergie propre. Ces projets issus des pays membres de l'UEMOA ont été primés pour leur potentiel à accélérer la transition écologique et économique en Afrique de l'Ouest en réponse aux enjeux du climat, de l'insécurité alimentaire et de l'accès à l'énergie. Dans le secteur agricole, le premier prix a été attribué à Sierra Logistique, venu du Sénégal avec une solution de logistique durable visant à réduire les pertes post-récolte et soutenir les petits producteurs. L'incubateur ADCE venu du Mali remporte le deuxième prix avec un projet d'accompagnement des jeunes agriculteurs en zone semi-aride via des techniques agroécologiques. Le troisième prix revient à Eru Alliance venu également du Mali avec une initiative communautaire favorisant la souveraineté alimentaire à travers les cultures vivrières locales. Du côté de l'énergie, l'UNPCB du Burkina Faso s'est vu décerner le premier prix pour un projet d'électrification rurale solaire destiné aux coopératives cotonnières, réduisant l'usage du diesel et stimulant l'emploi local.
Le MBS Group du Sénégal arrive en deuxième position avec ses mini-centrales solaires hybrides adaptées aux zones hors réseau, tandis que ABC2 Group du Mali propose des kits solaires intelligents accessibles grâce à un système de financement localisé. Au-delà des distinctions, la BOAD s'engage à accompagner les projets retenus par un appui technique, stratégique et financier. À travers cette initiative, l'institution réaffirme ainsi sa volonté de promouvoir des solutions endogènes, innovantes et durables au service d'un développement inclusif et bas carbone dans l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA. La ville de Sane, au centre du Mali, a été le théâtre de la cérémonie de clôture de la 26e édition de la quinzaine de l'environnement du Mali, un événement majeur marquant un engagement renouvelé de l'État dans la protection de la planète. C'est une approche innovante qui veut stimuler les dynamiques communautaires considérées comme essentielles pour un développement durable et inclusif. Irène Papadina. Du 12 au 17 juin dernier, la localité de Sane au Mali a accueilli la 26e édition de la quinzaine de l'environnement. Le choix de cette localité illustre une volonté délibérée de décentraliser les initiatives environnementales, favorisant ainsi la mise en valeur des savoir-faire locaux et l'émergence de solutions innovantes. Au cours de cette quinzaine, les discussions ont porté sur des défis environnementaux pressants, notamment la pollution plastique et la déforestation. La préservation des ressources naturelles et la lutte contre la dégradation des terres ont également figuré au cours des échanges. L'objectif était de sensibiliser un large public aux enjeux écologiques contemporains. Cet événement a bénéficié d'un soutien institutionnel notable avec l'implication sollicitée du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, dont la présence a conféré une légitimité accrue à l'initiative. Cet événement a été pensé comme un grand carrefour de sensibilisation et de mobilisation citoyenne. Une multitude d'activités, allant des conférences aux campagnes de reboisement, ont été organisées pour toucher toutes les strates de la société, rappelant l'importance cruciale d'une action collective et continue en faveur de l'environnement. Les recommandations formulées lors de ces échanges sont destinées à être capitalisées et le renforcement des synergies entre les différents acteurs est jugé primordial pour assurer la pérennité des efforts de protection environnementale. La cérémonie de clôture a été ponctuée par des gestes symboliques forts tels que la plantation d'arbres et la présentation d'un spectacle théâtral axé sur la lutte contre la pollution plastique. Elle a réuni ainsi une diversité d'acteurs engagés pour un avenir plus respectueux de l'environnement. Un projet transfrontalier dénommé Lutte contre les trafics d'animaux sauvages, du bois et d'autres ressources naturelles en RDC a été lancé vendredi dernier à Kinshasa. Porté par la Fondation africaine pour la faune sauvage AWF, en collaboration avec l'ONG Juristes pour l'environnement du Congo Jurec, cette initiative vise à renforcer l'application transfrontalière de la loi et la résilience des communautés face à la criminalité environnementale. Retrouvons Irène Papadina. Les éléphants de forêt, les grands singes et la flore de la République démocratique du Congo sont confrontés à des menaces sans précédent exacerbées par des réseaux criminels organisés qui exploitent la porosité des frontières et la faiblesse des contrôles de transit. C'est dans ce cadre que la Fondation africaine pour la faune sauvage, AWF, en collaboration avec l'ONG Juristes pour l'environnement au Congo et l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ont lancé le 20 juin dernier le projet de lutte contre le trafic d'animaux sauvages, du bois et d'autres ressources naturelles en RDC. Ce nouveau projet propose donc un modèle d'action intégré, piloté par le leadership africain et fondé à la fois sur la science et la collaboration communautaire. Selon le directeur de l'AWF, Antoine Tabou-Sanga, la RDC, avec ses 2 345 000 km² et 10 740 km de périmètre, est une position géostratégique au cœur de l'Afrique, doublée de ressources naturelles immenses. C'est ce qui justifie cette propension au trafic illégal des espèces de faune sauvage que le pays subit. L'Angola s'associe à cette initiative avec un engagement ferme en faveur du renforcement de la coopération régionale pour lutter contre le trafic d'animaux sauvages,
de bois et d'autres ressources naturelles. Ce phénomène de nature transnationale exige des réponses coordonnées, efficaces et durables. Dans le souci de lutter contre la destruction de la faune en Afrique en général et en RDC en particulier, l'AWF a formé des officiers judiciaires afin d'assurer l'efficacité de ces actions. L'implication totale du gouvernement de la République pour définir une politique de conservation s'avère donc très nécessaire. La conservation de la faune implique des recherches sur les espèces et sur la manière dont elles interagissent avec les humains, constituant la base de la création des programmes bénéfiques tant pour l'humain que pour les animaux. Actualité environnementale hors du continent africain, les feux de forêt ont repris en puissance au Canada au cours des dernières semaines. Malheureusement, ces feux ont doublé en l'espace de quelques jours dans la région de Dawson au nord-ouest du pays. Le nombre de feux de forêt est passé de 32 à 63 au cours des derniers jours. Regardez. Les feux de forêt sont passés de 32 à 63 pendant le week-end dernier dans la région de Dawson au Yukon dans le nord-ouest du Canada. Des structures de protection préventive sont mises en place pour faire face aux incendies. Pendant ce temps, une centaine d'habitations sont alertées d'évacuer la zone. Les pompiers s'activent, malgré l'ampleur et la taille du brasier, à lutter contre les flammes. Les services d'urgence ont pu maîtriser certains feux, pendant que d'autres sont carrément hors de contrôle. Malheureusement, 1500 hectares ont été emportés par les flammes au Québec Creek et font actuellement l'objet d'une intervention limitée. 900 hectares ont également été consumés près du mont Léota. Des pluies sont attendues au cours de ces derniers jours pour essayer de soulager la région qui vit les pires feux de forêt de son histoire. On termine cette édition par l'Espagne qui vit une situation climatique particulière au cours de ce mois de juin. Il s'agit d'une vague de chaleur intense hors norme qui s'est abattue sur le pays et qui pourrait durer jusqu'à la fin de ce mois. Regardez. Des températures allant jusqu'à 12 degrés Celsius au-dessus des normales, une atmosphère d'été profond et un thermomètre qui avoisine les 43 degrés Celsius dans certains départements. C'est le cas à Montoro en Andalousie avec 43,1 degrés Celsius, tandis que Mérida enregistre 42,4 degrés Celsius. Il est clair que l'Espagne vit un mois de juin exceptionnel, probablement le plus chaud de l'histoire du pays. Selon les météorologues, cette situation provient d'une dorsale chaude qui est une zone de haute pression ancrée sur la péninsule ibérique. Des études évoquent une avancée d'air chaud subtropical en provenance d'Afrique du Nord. Ces masses d'air surchauffées en chemin envahissent une grande partie de la péninsule. Ce type de phénomène, habituellement observé en plein été, empêche l'arrivée d'orages ou d'air plus frais. C'est une folie car la dynamique atmosphérique semble être bloquée dans un schéma générateur de chaleur extrême, déclare Juan José González Alemán, météorologue à l'Agence nationale météorologique AEMET. Toutefois, une perturbation à l'ouest pourrait provoquer quelques baisses de température et des orages ponctuels dans des zones comme la Galice ou le nord-ouest. Les experts affirment qu'en juillet, il serait étonnant qu'un front froid vienne réellement faire baisser les températures. Le plus probable est qu'elles se maintiennent. Juan José González qualifie la situation actuelle d'extrêmement anormale. Il insiste sur le cas de Madrid où le thermomètre atteint 37 degrés Celsius alors que la normale serait autour de 30 degrés Celsius. Cette chaleur hors du commun s'accompagne également d'un réchauffement extrême de la Méditerranée qui alimente la virulence des orages lorsque des fronts plus frais parviennent à s'infiltrer. Nous refermons ainsi cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes et bonne fin de semaine à tous. Green TV International, we revive environments.